Un podcast ici. Brigitte Fourré a 70 ans et c'est une femme politique. Pendant 17 ans, elle a été maire d'Amiens en Picardie et on a voulu lui donner la parole à quelques semaines des élections municipales et vous allez comprendre pourquoi. Je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes et à tous les hommes curieux aussi, quel que soit votre âge, où que vous habitiez. Bienvenue dans Bouffée de chaleur. Parmi les grands thèmes abordés, il y avait la ménopause, ce bouleversement hormonal qui marque la vie des femmes et est parfois très mal vécu. Tout de même, oui, c'est gênant. C'est gênant. Quand même, pas trop grossir, ceci, cela. On a l'impression que quelque chose arrive qu'on ne peut pas maîtriser et qui est fort désagréable. Parce qu'on prend du poids, évidemment, à la ménopause. Nous ne sommes plus à l'époque de Balzac, où la femme de 30 ans était bonne à mettre au rebut. La ménopause, je l'ai dit et redit, c'est un sujet on ne peut plus intime, on ne peut plus personnel. Et chaque femme le vit à sa façon, avec plus ou moins de désagréments, plus ou moins de soulagement. Alors quand ça arrive et que vous êtes élu, et que vous devez rendre des comptes à vos administrés, que se passe-t-il ? Allez, je vous retrouve juste après le témoignage de Brigitte Fourré pour partager quelques réflexions. Avant la ménopause, ma vie, c'est une vie dense, bien remplie, dans laquelle on ne compte pas son temps. Je suis élue municipale et en charge d'un poste d'adjoint. En fait, on va même pas le temps passer, on y passe tout son temps. C'est samedi, dimanche et fête, c'est le téléphone branché 24 heures sur 24, 365 jours par an. Mais c'est pas grave, puisque c'est tellement passionnant. On fait des rencontres magnifiques. On a l'impression parfois qu'on est utile. Pas toujours, mais en tout cas, on a la prétention de chercher à l'être. Je suis célibataire et sans enfant, donc j'ai une vie qui est vraiment tournée vers mes fonctions politiques, plus que vers une vie privée au sens classique du terme. J'ai un équilibre familial qui est lié à mes proches, et pour moi, c'est extrêmement important, cet équilibre-là avec eux, parce que chez eux, je ne suis pas l'élu, je ne suis pas la femme publique, je suis moi, voilà. Et ça, c'est très important. Avant la ménopause, je fais de l'endométriose. Là, on m'a détecté des kystes endométriosiques qui m'ont amené à être opérée. Enfin, pour la petite histoire, j'avais un kyste qui a même explosé, qui a tourné et qui a explosé. Donc voilà, j'ai eu un temps, une douleur. Je me suis dit, mais c'est vraiment pas possible. Mon cœur va lâcher tellement j'ai mal. Ça a duré quelques secondes, hein. Et à la suite de ça, eh bien, j'ai dû être sous traitement parce que mon gynéco a essayé après l'opération, de me laisser reprendre ma vie normale. Sauf que les kystes repoussaient. Donc, il a fallu que je sois sous traitement pendant toute ma vie de femme. Et puis ensuite, sous traitement, c'est des règles artificielles, je vais dire. La ménopause arrive juste au moment où je deviens mère, donc en 2002, au moment où Gilles de Robien, devenu ministre, est amené à démissionner de son poste de maire. Tout ça est vraiment peut-être lié, enfin après tout je n'en sais rien, mais en tout cas il y a une conjonction de dates qui fait que c'est à cette époque-là que je fais une phlébite, mais peut-être parce que j'étais fatiguée de tout le climat ambiant. Je fais une phlébite, je viens d'être élue maire. En plus, il faut que je me fasse hospitaliser quelques jours. Et c'est pas marrant, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut pas le dire. Il faut surtout pas le dire. On n'a pas le droit de dire qu'on est malade quand on est élu. On le dit à personne, sauf aux très très proches. Tout se conjugue en même temps. La phlébite, la mairie et la ménopause. Ça fait peut-être beaucoup pour la même année, mais bon, après tout. Moi, je suis vraiment persuadée que si j'ai eu des soucis de santé à ce moment-là, c'est parce que les responsabilités plus lourdes m'arrivaient. J'étais adjointe depuis longtemps, donc je savais quand même comment fonctionnait la mairie. Je sais à quel point c'est lourd d'être élu local. Mais il y a une grosse différence quand même entre être adjoint et être maire. Et ça, je ne m'en rendais pas compte avant. Après tout, je vais faire ma psy de bas étage, mais peut-être que c'était plus simple d'être ménopausée. Là, on était tranquille, plus le souci de règles et compagnie. Et pour tout vous dire, je l'ai pris comme une délivrance,
puisque ça voulait dire que j'avais plus besoin de prendre de médicaments et donc que j'étais libérée de toute contrainte, que je ne risquais plus d'avoir ces fameux kystes qui repoussent sans qu'on y prenne garde. Et effectivement, tout s'est arrêté. Et je suis tentée de dire, non pas tout s'est arrêté, mais je devrais peut-être dire tout est rentré dans l'ordre, puisque je n'ai plus eu de soucis de ce côté-là. Pour moi, ce moment, c'est un réel soulagement, parce que je me dis, bon, ben maintenant, je suis tranquille. Et c'est vrai que pour moi, la ménopause n'est pas un handicap, n'est pas source de difficultés, ni de souffrance, ni de troubles. Donc pour moi, c'est vraiment là, tranquille, si je puis dire. Je vais plus être ennuyée, voilà. En 2002, au moment de la ménopause, j'en parlais forcément à mon gynéco, autrement à ma mère, à ma sœur. C'est à peu près tout. Ça suffit d'ailleurs, parce que effectivement, c'est logique de leur en parler à elle, d'autant que ma sœur est mon médecin en plus, donc ça facilite les choses. Ma mère et ma sœur sont contentes pour moi, parce qu'elles savent que ça me libère d'un certain nombre d'inquiétudes toujours, parce que depuis que j'ai 20 ans, je me pose toujours la question de savoir si je vais pas avoir de nouveau des kystes ou je ne sais quel souci gynéco. Mais je n'ai pas souvenir d'en avoir parlé au-delà, ni même à mes collègues de la mairie. C'est vraiment très rare qu'une femme, dans mes collègues en tout cas, aborde le sujet. C'est très très rare. Mais il y a une dizaine d'années, je me souviens très bien, c'était avec une collaboratrice et on est dans le bureau dans lequel on travaille toutes les deux et on discute d'un dossier. À un moment donné, je vois qu'elle pique un phare, qu'elle se met à rougir. Et elle me dit tout de suite, excusez-moi, j'ai une bouffée de chaleur. Et donc je lui dis, sortez, allez prendre l'air si vous voulez pour vous retrouver, quoi. Donc du coup après, pendant quelque temps, je lui ai demandé comment elle allait, parce que forcément on se préoccupe de savoir comment ça se passe, mais ça en reste à ce stade-là, qu'on ne va pas plus loin, parce qu'on a l'impression aussi autrement qu'on rentre encore une fois dans l'intimité, dans la vie vraiment privée de personnes. Donc voilà, c'est pas le but. Celles qui sont élues, oui, elles sont en général assez soudées, assez proches. Non pas qu'on parle chiffon pour les caricaturer, c'est pas du tout ça. Mais on se sent proche parce qu'on sent qu'on a besoin aussi de se soutenir entre nous pour non pas nous opposer aux messieurs, mais pour nous affirmer face aux hommes qui sont quand même encore à l'époque très présents et très puissants. Mais malgré tout, non pas de ces sujets-là. Et je n'ai pas souvenir non plus d'avoir eu des collègues qui m'aient parlé de leur propre ménopause. Donc c'est pas seulement moi qui n'en parle pas, mais c'est l'inverse qui est également vrai. C'est pas des sujets qu'on aborde facilement en dehors du cercle des intimes, vraiment. Le fait d'être ménopausée me donne probablement un nouvel élan, parce que ça arrive au moment où je prends des responsabilités éminentes et plus fortes, beaucoup plus fortes. Effectivement, probablement, ça veut dire que maintenant, c'est tout mon temps qui peut être consacré sans qu'il y ait d'obstacles, y compris physiques, que les autres n'avaient pas à voir, mais que moi, je pouvais ressentir, parce que quand même, on n'est pas tout à fait la même en période de règles et en dehors de cette période. Donc oui, c'est possible qu'effectivement, ce soit tombé au bon moment et que ça m'ait permis de me consacrer totalement pleinement à ma mission. Tout bien considéré, peut-être que ça m'a aidé à m'affirmer aussi, du coup, dans ma vie politique, à une époque où il n'y avait pas tant de femmes que ça dans la vie politique. Peut-être. Peut-être que ça donne un peu plus de distance et de force de caractère, parce qu'on n'a plus cette fragilité liée à la possible maternité, au fond, à la possibilité d'être mère. Il est possible et même probable que la ménopause mette davantage sur un pied d'égalité hommes et femmes, puisque la femme ménopausée n'a plus ces variations liées aux hormones, clairement.
Qu'est-ce que la ménopause a changé en moi? J'aurais peut-être pu me dire que je passais dans le cap de ceux qui arrivaient dans la descente de la vie, mais en fait, j'ai plutôt le sentiment que je suis dans un cap de pleine possession de mes moyens. C'est plutôt ça, oui. Je vois pas de côté négatif à la ménopause. Pour moi, c'est tellement une continuité que j'ai du mal à dire avant, après, qu'est-ce qui a changé. C'est la vie, quoi, et ça continue, c'est bien comme ça. Alors, je me sens mieux maintenant, oui, parce que je sais qui je suis, voilà, et je suis consciente de ce que j'ai fait. Et puis en plus, je me sens assez libérée maintenant parce que j'ai moins de responsabilités aussi. Donc, oui, moi je suis bien, je me sens très très bien. J'aurais probablement aimé recevoir des conseils en tant que femme de la part de celles qui m'ont précédée pour mieux gérer toutes les étapes de la vie. Entre le moment où on a 30 ans et on arrive quelque part et on vous prend pour la secrétaire parce que vous avez beau dire que vous êtes élu, on vous demande dans quel service vous travaillez. C'est authentique ce que je vous dis, évidemment. Jusque celles qui peuvent connaître des troubles au moment de la ménopause, en effet. Et puis, voilà, j'aurais aimé peut-être être davantage accompagnée par des femmes qui étaient passées par là avant moi dans toutes les étapes de la vie. Donc, je l'ai eu, ça, sur le plan personnel avec les membres de ma famille. Mais dans ma vie professionnelle et politique, non. Et en même temps, je vous dis ça, et en même temps, je n'ai pas le sentiment d'avoir joué ce rôle-là vis-à-vis des plus jeunes. Parce que c'est difficile aussi de dire à des plus jeunes, si tu as besoin d'un coup de main, je suis là, parce que ça a l'air de pontifier un peu, quoi, d'être celle qui veut donner des leçons, alors que chacun a sa voie, quoi, a son chemin. Je pense qu'il faut dire à ces femmes qui sont plus jeunes que moi et qui arrivent à cette période de la ménopause là, maintenant, qu'elles ne l'appréhendent pas, qu'elles en parlent autour d'elles si elles ont besoin de soutien, d'écoute, et qu'elles n'aient aucun complexe. Encore une fois, c'est une étape normale de la vie, et chaque étape est magnifique dans cette vie. Donc, il faut vraiment qu'elles soient sans complexe, qu'elles foncent, qu'elles soient elles-mêmes, et qu'elles s'épanouissent surtout dans ce qu'elles font, quel que soit leur état de vie, quelle que soit leur situation. J'ai toujours essayé dans ma vie publique de ne pas me comporter en homme, mais en femme, pour garder ma spécificité avec tout ce que ça comporte comme avantages et comme limites, évidemment. Mais être un homme, c'est aussi plein d'avantages et des limites. De manière générale, est-il utile que la ménopause soit perçue comme une grande cause nationale, sans comparer avec d'autres, évidemment, parce que ça n'aurait pas de sens. Je ne suis pas sûre qu'on soit prêt, parce que ça consisterait à probablement fragiliser, dans l'état actuel de notre civilisation, je pense que ça aurait pour effet de fragiliser les femmes plus qu'autre chose, dans un monde où on voit, alors pas en France heureusement, mais on voit dans d'autres pays, le masculinisme ressurgir. Il est clair que dans la vie politique, il faut surtout pas montrer ses fragilités. Donc si la période de la ménopause crée une fragilité chez la femme, elle a intérêt à ne pas en parler, évidemment. Ou en parler uniquement à des personnes très très proches dont elle est sûre de l'amitié et de la gentillesse. Si autrement elle donne des bâtons pour se faire taper dessus, c'est peut-être pas vraiment la peine. Vous savez, on est dans un monde où on cherche l'efficacité dans le travail. Donc si on pense qu'une personne, parce qu'elle est en phase de ménopause, est moins efficace, moins performante, etc., ça peut être fragilisant là, pour la personne en question. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas en parler, mais je me trompe peut-être dans l'analyse. Il est vrai que depuis quelques années, mais il n'y a pas si longtemps, on parle de congés menstruels et on voit que dans certaines entreprises ou collectivités, on prévoit ce genre de dispositif. C'est vraiment très très nouveau, parce qu'il y a toujours la difficulté de savoir si le congé en question va donner lieu, je pense dans l'esprit de tous, va-t-il donner lieu à abus ou pas ?
Donc, si c'est fait pour que les personnes qui en ont vraiment besoin puissent utiliser ce congé, pourquoi pas? Je pense que c'est un plus, en effet. Mais je pense que là, la mentalité ambiante actuelle ne stigmatise pas du coup les femmes par rapport aux hommes du même âge, je veux dire. Donc peut-être ira-t-on vers un dispositif de même nature en ce qui concerne la ménopause pour les femmes qui connaissent de véritables troubles au moment de leur ménopause, mais je ne suis pas sûre que ce soit demain matin que ça arrive. Alors maintenant, faut-il y pousser ? Moi, je n'y vois aucun inconvénient, au contraire, bien sûr, parce que si ça peut favoriser l'intégration professionnelle d'une femme, ben, tant mieux, évidemment. Mais il ne faudrait pas que ça ait l'effet induit de stigmatiser les femmes par rapport aux hommes. Et c'est ça qui me fait peur, moi. Merci beaucoup à Brigitte Fourré pour son témoignage. Il est rare qu'une femme politique se livre sans détour sur un sujet aussi intime. Alors vraiment merci. Brigitte Fourré nous raconte plein de choses passionnantes sur la ménopause. Que pour elle, ça a été un soulagement. Que la politique, sans surprise, a été façonnée par les hommes et que ça continue de l'être. Les femmes n'ont qu'à s'adapter, puis c'est tout. Et puis que les femmes n'en parlent pas du tout, y compris entre elles, ou très peu. Vous commencez à me connaître, je suis persuadée que c'est en parlant de la ménopause, en inondant les réseaux sociaux, en parlant à ses amis, à sa famille, à ses collègues, à ses patrons, à qui sais-je, qu'on lèvera ce tabou et qu'on permettra enfin aux femmes de mieux vivre cette période de leur vie. Le savoir, c'est à la fois le pouvoir, mais c'est aussi pouvoir agir tout court. Et puis la ménopause, j'en suis convaincue, c'est un sujet éminemment politique. La politique, c'est au sens littéral l'art d'organiser la vie commune pour le bien de tous. C'est bien au-delà de la question des partis politiques. Or, ce qui se passe pour les femmes, c'est que leur vie intime, elle percute, qu'on le veuille ou non, la vie publique. On le voit bien, il y a bien des congés maternité, les femmes s'absentent du travail pendant quelques mois parce que leur vie intime percute la vie publique, ce qui est beaucoup moins le cas pour les hommes. Et dans le cas précis de la ménopause, je vais faire des calculs un peu à la truelle, mais comme ça vous permettra de comprendre. En fait, c'est considérable, le chiffre est considérable. Chaque année, il y a 125 000 femmes qui rentrent en ménopause avec des symptômes sévères. Il y en a beaucoup plus qui rentrent en ménopause tout court avec toutes sortes de symptômes. Et comme ces symptômes sévères durent plusieurs années parfois, eh bien ça représente 1 million de femmes qui sont concernées en permanence. Et puis, pour les autres femmes, même si elles ne souffrent pas d'une symptomatologie bruyante, c'est un moment clé aussi. Donc ce chiffre, il est fondamental, ce chiffre d'1 million de femmes qui ont des symptômes sévères. Ce n'est pas une minorité marginale, ce n'est pas un problème ponctuel, c'est une population équivalente à une grande métropole française. Et pourtant, eh bien, c'est totalement invisible dans les politiques publiques. Donc en fait, c'est pas possible de faire la sourde oreille. On peut pas dire on s'en fiche. En tout cas pas quand on a les rênes de la puissance publique. Alors quand même, il y a des points positifs. Il faut quand même toujours voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Il y a Madame Rist qui a fait un rapport parlementaire sur la ménopause en avril 2025. Et donc ça, c'est bien. Et puis, il y a quand même eu des suites concrètes à ce rapport. Il y a la Haute Autorité de Santé qui a réévalué les traitements hormonaux. Ça, c'est très chouette. Ça veut dire qu'on a revu les recommandations et qu'on a édicté des recommandations qui donc maintenant sont à jour. Donc pour les femmes, c'est génial. Le ministère a annoncé la mise en place de consultations médicales dédiées à la ménopause. Très bien aussi. La recherche épidémiologique est en cours. Il y a une grande étude nationale qui est en cours. Et puis, il y a des propositions de loi qui vont être discutées à l'Assemblée. Mais c'est un peu timide. Et on voudrait que ce soit, pour ce million de femmes, on voudrait que ce soit beaucoup mieux que ça. Pour moi, évidemment, les premières mesures à adopter, ce seraient des choses médicales, bilan de santé, que les sages-femmes puissent prescrire le fameux traitement hormonal de la ménopause. Enfin, il y a plein de choses sur le plan médical. Mais, comme je n'ai pas non plus 2 heures à vous parler, je pense que ce qui est très important, c'est la question du travail. C'est comment faire pour que les femmes qui souffrent beaucoup à ce moment-là de leur vie n'aient pas de répercussions sur leur carrière et sur leur vie professionnelle et ne quittent pas leur emploi juste parce qu'elles n'en peuvent plus. Et moi, je ne suis pas une femme politique, donc là, j'aimerais bien que les politiques travaillent. Et donc, il faut faire exactement comme pour le moment de la maternité, c'est-à-dire réfléchir. Et d'abord, en premier lieu, il faut faire une grosse étude, une grosse analyse précise et faire des recommandations concrètes. Bref, tout est à faire, quoi. J'aimerais que, pour faire bouger les lignes, ça vienne du politique, ça vienne d'en haut, ça vienne des entreprises.
sur les questions liées à la santé des femmes et aux femmes tout court, c'est pas vraiment le cas. Donc moi, je pense que malheureusement, pour faire bouger les lignes, il faut que ça vienne du bas, il faut qu'il y ait une lame de fond du bas, comme ça a été le cas pour le postpartum, etc. Donc je suis désolée, mais il va falloir encore se retrousser les manches aussi à l'échelle individuelle. Et j'espère que les politiques vont suivre. Et puis il y a un truc qui me paraît très important, c'est qu'il faut qu'on change de regard sur cette période de la vie des femmes, qui n'est pas du tout ajustée aujourd'hui, qui est une période, on le dit, qui est vue comme quelque chose de la salle d'attente du cercueil, quoi. Et c'est vraiment pas le cas. Donc il faut aussi changer de regard, qu'on ait un autre regard anthropologique sur cette question de la ménopause. Et plus que jamais, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous suivre ou vous abonner, notamment sur l'application Radio France. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Vous venez d'écouter Bouffée de chaleur, un podcast ici. Prise de son, Gaëtan Gauthier et Sarah Bécard. Mixage, Gaëtan Gauthier. Journaliste, Axel Labbé. Production, Clémence Olivier, studio de création ici.